Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions pour laquelle je reçois Abdessamed. Donc Abdessamed, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vais t'appeler Abdou peut-être. Oui, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Ouais. Abdou, donc tu es diplômé de géologie de l'université d'Oran en Algérie, Exact, ouais. ainsi que de paléontologie à l'université de Montpellier en France. C'est bien ça. Ouais. Et donc ensemble, nous allons parler de l'origine de la théorie de l'évolution, car peut-être ne le saviez-vous pas, mais les premiers à avoir parlé d'évolution des espèces dans l'histoire des sciences, ce ne sont pas des savants occidentaux et surtout pas Darwin, mais en réalité, ce sont des savants arabes issus du monde musulman médiéval, donc à une époque où en Europe, on se vautrait un peu dans le Moyen-Âge. Les savants arabes, eux, parlaient déjà astronomie, ils parlaient chimie, ils parlaient culture et ils parlaient évolution des espèces aussi. Et beaucoup de mathématiques aussi. Et beaucoup de mathématiques, ouais. Exactement. Médecine, ils surpassaient le monde occidental dans bien des domaines. Alors pour ceux qui auraient peut-être besoin d'une petite remise à niveau, il faut savoir que le Moyen-Âge, donc il commence officiellement en 476 à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et qu'à partir donc du début du Moyen-Âge, c'est le monde arabe, le monde musulman qui va prendre le relais des savants et des philosophes grecs et qui va sauver littéralement le savoir et décupler ce savoir. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que il n'y avait pas que les Arabes, mais il y avait aussi les Chinois. La civilisation chinoise, donc eux aussi, je pense qu'ils avaient beaucoup de contributions là-dessus. Donc je pense qu'il y avait un certain couplage entre les Arabes et aussi les Chinois, sachant qu'il y avait beaucoup d'échanges entre ces deux civilisations. Donc, c'est vrai qu'ils étaient à l'interface. Ouais, mais hélas, pour le moment, en fait, on connaît vraiment pas beaucoup de choses pour ce qui s'agit de la civilisation arabe et non plus l'interaction entre cette civilisation et la civilisation chinoise. Donc j'aimerais bien juste faire un petit accent là-dessus. Justement, ouais, tu dis qu'on sait assez peu de choses sur ce monde arabe, mais finalement, au niveau de l'éducation, est-ce que c'est très enseigné? Parce que nous, en France, on n'entend pas parler de ça, littéralement. Hein. Je veux dire, on a des cours sur l'époque médiévale en France, quand on est au primaire, quand on est au collège. On entend un tout petit peu parler d'Averroès pour ce qui est de la Renaissance, du début de la Renaissance. Donc Averroès qui était un savant arabe mais espagnol. Mais pour le reste, vraiment, on ne connaît pas ces savants. Alors, est-ce que c'est pareil aussi dans le monde musulman? C'est pareil. Non, c'est pareil. Je trouve que c'est super dommage que c'est tellement très mal enseigné qu'on connaît vraiment même pas l'un tiers des savants musulmans. Et voire même qu'on entend plus parler de ces savants dans les rues, dans les mosquées, plus que dans des écoles et des universités. Et c'est vraiment dommage. Donc cet aspect-là de l'histoire, donc l'histoire des sciences, je parle plus précisément en Algérie, parce que c'est mon pays, je connais un petit peu le monopole là-bas, c'est totalement ignoré. Mais c'est pas enseigné et je me demande pourquoi. C'est que depuis mon enfance à moi, donc j'ai reçu que des cours focalisés sur la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance et voilà, et nous avons vraiment quelques flashs, notamment dans le lycée, de quelques grands savants musulmans tels que par exemple Ibn Khaldoun, très peu de Ibn Sina et beaucoup de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Pour commencer, j'aimerais commencer par une citation de Ibn Miskawi. Ibn Miskawi, qui était donc un savant perse qui vivait entre 930 et 1030, donc là on est quasiment 1000 ans avant Darwin, et qui déjà à l'époque disait « L'animalité arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe qui est juste 1 degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution ». Alors là, on retrouve deux notions, je le rappelle, on est entre 930 et 1030, et on retrouve deux notions qui sont l'homme descend du singe, et on retrouve même le mot évolution lui-même, échelle de l'évolution. Ouais, exact. En fait, Miskawi, justement, qui est un perse musulman, c'était l'un des premiers qui a décrit ce processus évolutif et qu'il y avait une certaine limite floue entre le singe et l'humain, donc ça c'est un fait. Et avant lui, il y avait aussi quelques doutes, il y avait quelques savants et voire beaucoup de savants musulmans, des philosophes notamment, qui essayaient de faire un petit peu le lien entre l'animalité et l'humanité. D'accord, ouais, on sent un petit dérivé un peu de la Scala Naturae d'Aristote, enfin ce qu'on appelle l'échelle de la nature. Oui, exactement. Une gradation depuis le minéral
jusqu'à l'animal. Exactement, ça a été repris par plusieurs savants musulmans. Comme exemple, Ibn Miskawi, il y avait Ibn Sina aussi qui a parlé de cette gradation de la création depuis des organismes très archaïques jusqu'à l'arrivée à l'homme le plus intelligent, bien sûr. Voilà, il y avait Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, tunisien, qui a vécu entre 1338 et 1404, qui disait donc « Regardons le monde de la création, il commence avec les minéraux, puis progresse de façon fluide et graduelle vers les plantes et les animaux. Le dernier niveau des minéraux est connecté au premier niveau des plantes, comme les mousses et les plantes sans graines. Le dernier niveau des plantes, comme la palme et la vigne, est connecté au premier niveau des animaux, comme les escargots et les méduses, qui n'ont que le sens du toucher. Le mot connexion eu égard à ces groupes signifie que le dernier niveau de chaque groupe est prêt à devenir le premier niveau du groupe suivant. Le plus haut niveau de l'humanité fut atteint à partir de celui des singes, chez lesquels on retrouve à la fois la sagacité et l'attention qui n'ont pas encore atteint le stade de la réflexion et de la pensée. » Une fois de plus, donc Ibn Khaldun formule cette idée très précise d'évolution et de gradation depuis le monde minéral jusqu'au monde animal en passant par le monde végétal. Est-ce que cette pensée était très ancienne dans le monde arabe? Jusque quand on peut la faire remonter? Jusqu'à Al-Jahiz en 7e, 8e siècle, où lui, pareil, il pensait un petit peu comme Ibn Khaldun, sauf que Ibn Khaldun, à cette époque, il était un petit peu avancé, notamment avec la notion de la connexion. Donc là, on sent que, même si c'est pas de l'évolution dans son sens strict, mais il y avait quand même une pensée qu'il y avait une évolution d'une forme A à une forme B. Donc ça, c'est très très important à préciser. Mais il y avait aussi très important la référence de Al-Jahiz, où il parlait un petit peu de quelques mécanismes évolutifs. Alors juste pour remettre en contexte, Al-Jahiz, il a vécu entre 776 et 868, donc là on est vraiment sur le début du Moyen-Âge, alors que Ibn Khaldun, lui, il était vraiment sur la fin du Moyen-Âge. Et pourtant déjà lui-même, Al-Jahiz avait déjà des idées assez nouvelles concernant l'évolution. À défaut d'être vraiment évolutionniste, il n'était pas fixiste en fait. Il pensait vraiment que l'homme avait évolué à partir de formes animales, de formes des sortes d'êtres humains, des humains sauvages, on va dire. Ouais. Là où il a formulé une idée qui est assez intéressante, c'est qu'il parle d'une sorte de combat pour la survie, qui serait une loi dictée par Dieu, par Allah. Combat pour la survie qui quand même rappelle pas mal le struggle for life, la sélection naturelle selon Darwin. Ouais, exactement. En fait, c'était peut-être il faut dire que Al-Jahiz c'était le premier, disons évolutionniste dans un sens un peu plus large, arabe, musulman. Effectivement, il a abordé quelques mécanismes concernant l'évolution et il considérait que c'était le Dieu Allah qui était derrière les mutations et les transformations des espèces. Et aussi, il faut mettre en évidence que quand même c'était le premier qui a signalé qu'il y avait le premier arabe qui a mis en évidence une certaine transformation des organismes, des êtres vivants. Donc Al-Jahiz, effectivement, c'était le premier qui abordait la discussion sur le combat de l'existence, sur l'adaptation et aussi la psychologie de l'animal. Tu peux rappeler le titre du livre dans lequel il a Oui, le titre c'est le Kitab al-Hayawan. Le Kitab al-Hayawan, la traduction en français, ça donne le livre de l'animal. D'accord, donc je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir vous-même. Donc il y est en version originale ainsi qu'une version traduite qui ne m'a pas d'ailleurs satisfait tant que ça, mais bon, vaut mieux avoir cette traduction que pas de traduction du tout. Peut-être voilà. Il faut apprendre bien l'arabe pour bien le lire, parce qu'apparemment il y a des problèmes de traduction. Oui, c'est une langue qui est très riche, qui est difficile à traduire du coup. C'est très difficile, donc on voit beaucoup dans les traductions coraniques qu'il y a beaucoup de contradictions entre les auteurs, et parfois c'est un peu néfaste, il faut le dire. Bon, c'est dommage, parfois c'est tellement mal traduit que tu te trouves plus. D'accord, donc déjà à l'époque de Al-Jahiz, l'idée d'évolution a émergé de cette Scala Naturae de Aristote. Même déjà avant Aristote, il y avait une certaine idée de l'échelle des êtres qui apparaissait donc sur un artefact qui s'appelle le grand vase de Warka, donc le vase d'Uruk. Exactement. Donc on est en Mésopotamie, Uruk, donc on est déjà dans le monde perse d'ailleurs, l'Irak, l'Iran, etc.
Déjà sur ce vase d'Uruk apparaît une certaine gradation du vivant, donc avec le monde végétal tout en bas, le monde animal au milieu et les humains en haut. Et de cette échelle naturelle découle finalement l'idée d'évolution, de cette classification rudimentaire découle l'idée d'une connexion depuis des êtres qu'on pourrait appeler inférieurs, alors inférieurs avec beaucoup de guillemets évidemment, vers des êtres supérieurs. Et donc ces idées, elles sont très modernes pour un savant de cette époque-là, et elles montrent bien finalement que l'idée d'évolution est déjà dans l'air plus de 1000 ans avant Darwin. Et finalement, ce que Darwin a apporté à ça, c'est pas tellement l'évolution. On lui attribue souvent la découverte de l'évolution, mais finalement, ce qu'il a amené, lui, c'est juste la sélection naturelle, c'est-à-dire pourquoi l'évolution. Exactement, tout le monde attaque Darwin, comme quoi c'est l'évolution incarnée, mais avant Darwin, bien évidemment, il y avait beaucoup de savants, donc il y avait beaucoup qui faisaient des réflexions vers ce sens-là. Donc Darwin, c'est pas tout, mais c'est juste une pièce dans un puzzle. Donc, ça, il y a une énorme complexe, on va dire darwinocentriste. Exactement. Même les évolutionnistes, à chaque fois, ils sont là, Darwin. Exactement, ça, je trouve que c'est quand même dommage, parce que on est en train je ne sais pas comment formuler ça, mais on est en train de négliger en quelque sorte avec Darwin tout ce qui a été fait et tout ce que les gens essayent de faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi les gens psychotent là-dessus. Voilà, Darwin, c'est comme un dieu, alors que si on lit bien ce qu'il a écrit, il y a beaucoup de choses que disait Darwin que maintenant sont plus valables. Donc, mais n'empêche il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dites. Oui, alors, est-ce qu'on sait s'il a pu s'inspirer justement de ces savants arabes, Darwin? On sait par exemple que Copernic s'est inspiré des travaux des astronomes arabes pour sa théorie de l'héliocentrisme. On sait qu'en niveau des mathématiques, le monde arabe a eu une influence formidable. Hein, nos chiffres, nos chiffres sont des chiffres arabes, pour ne citer que ça, on va dire. Mais est-ce que Darwin, lui, a eu connaissance des travaux de Al-Jahiz, des travaux de Ibn Khaldoun, des réflexions de Ibn Meskawi? En fait, il y avait certains qui disent que Darwin, il a beaucoup appris de la civilisation arabe. Et apparemment, il a été enseigné par le professeur Lee, tout ce qui est relatif à la civilisation musulmane, à la pensée arabe, à Cambridge. Donc, effectivement, apparemment, il s'est inspiré. Donc, mais ça, je pense c'est une information à confirmer. D'accord. Tu peux nous dire quel auteur Oui, cette personne, c'est Mohammed Sultan Shah, qui est un professeur en physique et en astronomie. Ok, donc de toute façon le lien sera dans la description de la vidéo pour accéder à cet article. C'est vrai que ça, au niveau des biographies officielles de Darwin, c'est pas dit. Hein. C'est pas du tout connu, donc. C'est pas connu, donc effectivement. Mais peut-être donc éventuellement il aurait eu accès à cette masse de connaissances. Je pense que il y a un petit fond de vérité, parce que les seules références de cette époque, c'était les références musulmanes, ce que l'ancienne civilisation a fait, et l'ancienne civilisation, c'était les musulmans. Donc je pense que il s'est beaucoup inspiré. Ouais. Donc pour en revenir à ces savants arabes, alors il y en a quand même une tripotée, un paquet. Donc justement, tu tiens l'article de Mohammed Sultan Shah dans les mains. Tu peux nous dire à peu près combien de... il fait un descriptif vraiment de tous les savants qui en ont parlé. Il fait un descriptif qui reste quand même très bref de plusieurs musulmans. Je cite, il commence par Al-Jahiz, et puis il y avait Al-Farabi qui a parlé, qui est très réputé, cette personne chez nous, hein. Al-Farabi qui a aussi abordé des sujets relatifs à l'évolution. Il y avait Al-Mas'oudi, il y avait même certains imams, c'était des gens religieux qui croyaient à la transformation de l'espèce, et que l'homme, il n'est pas venu comme ça, donc mais il est venu grâce à des processus évolutifs, etc. Il y a Al-Miskawi, il y a Al-Bayrouni, donc Al-Bayrouni qui est un savant arabe, un grand philosophe. Il y avait Ibn Sina, Ibn Sina, il faut peut-être le signaler, c'est le père de la chirurgie. Ibn Bakh,
Et puis il y avait Ibn Tufayl. Donc moi ça m'intéresse beaucoup Ibn Tufayl en fait, parce que j'ai l'impression en lisant cet article que c'était l'une des personnes qui ont vraiment poussé la réflexion très très loin. Et Ibn Rushd. Et Ibn Tufayl, donc, qui aurait développé l'idée justement de la sélection naturelle Exactement. beaucoup plus loin que Al-Jahiz l'avait fait. Exactement, en fait, c'est lui qui a parlé de la compétition, pour la nourriture, au combat sur l'existence, qu'il y a peut-être un développement et la transformation de l'organe animal, justement, pour qu'il puisse bien défendre et protéger son environnement. Il y a Ibn Tufayl, juste pour préciser, qui a vécu... Il est vécu en 1100 jusqu'à 1186. Et puis Al-Hazini, Ibn Rushd. Donc Ibn Rushd, il est très connu. Et puis il y a aussi Samarqandi. En fait, Samarqandi, c'est vraiment ça m'a vraiment passionné ce qu'il a écrit, hein, notamment pour la gradation de la création. Et entre 500 et 560 quand même. Et 500, donc, et 500, même 100 ans encore avant Al-Jahiz. Effectivement, il était beaucoup plus ancien que Al-Jahiz. Et il pensait que voilà, il y avait une gradation de la création depuis le schéma classique retenu des Grecs, hein, depuis des animaux et des plantes plutôt très archaïques jusqu'à l'homme intelligent. Donc et même aussi là, hein, la dernière phrase qui m'a beaucoup intéressé, which regarded as half human, donc des moitiés humains. D'accord. Donc les animaux seraient considérés comme des demi-hommes. Déjà. Ouais, donc là en fait on a l'impression que voilà, donc avant d'atteindre l'homme il y avait des demi-hommes, donc des demi-humains, donc des singes. Alors il y en a un moi qui m'a beaucoup marqué, c'est At-Tutsi, alors Nasir ad-Din At-Tutsi, iranien qui a vécu entre 1201 et 1274, et alors lui ce qu'il nous dit, je cite: les organismes qui peuvent acquérir les nouveaux dispositifs sont davantage variables. En conséquence, ils gagnent des avantages par rapport à d'autres créatures. Les corps changent en raison des interactions internes et externes. Alors, ce qu'il y a de marrant dans cette citation, enfin, ce qui m'interpelle, c'est vraiment là, on touche du doigt quasiment la notion de la génétique. Il parle de variabilité, il parle d'avantages, donc il développe encore cette idée de sélection naturelle. Et il dit que les corps changent en raison des interactions internes. Alors là, c'est vraiment la génétique. C'est de la génétique. Est-ce qu'il y avait vraiment une certaine idée de la génétique qui régnait à l'époque ? Mais non, pas du tout. Donc c'est quand même impressionnant ce qu'il a dit. Donc ouais, alors on va pas tous vous les faire, les savants musulmans qui ont parlé d'évolution, parce que comme on vous l'a dit, il y en a un paquet. Et ils sont tous, enfin pour la plupart, ils sont détaillés justement dans cet article qui sera dans la description. Le truc, c'est voilà, quand on lit cet article, on se rend compte qu'il y a un paquet de musulmans qui parlent d'évolution. Alors par opposition un peu à aujourd'hui, où au contraire parler d'évolution serait anti-religieux, matérialiste. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ces savants selon toi ? Là où par exemple en Europe la religion interdisait de poser un peu trop de questions, hein, notamment le pape interdisait de poser des questions, pourquoi eux, les savants musulmans de l'époque médiévale, eux s'autorisaient ce genre de réflexion et développaient ce genre d'idées ? Qu'est-ce qui les poussait ? Si on voit un petit peu le contexte religieux, la première sourate révélée par le prophète prenait à la réflexion. La réflexion, Iqra bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. C'est-à-dire que le Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah, il prônait, et voire même exigeait le prophète à la réflexion. La réponse, elle est très simple. Quand tu as la civilisation entre tes mains, tu as avec la connaissance d'une part et la réflexion. Les musulmans à cette époque, ils avaient leur propre... Ils vivaient dans un âge d'or, qu'ils ont poussé avant très très loin leur réflexion. C'est pour ça que c'était cette époque, on a vachement plus de savants musulmans que maintenant.
Et maintenant, on est en régression, ça il faut peut-être le dire, on est en régression. Donc, Depuis le 15e siècle, donc, il y a de moins en moins il y a moins en de moins, savants. et maintenant c'est encore pire. D'accord. Maintenant, quand tu vois l'état des universités, hein, donc c'est effarant. Voilà, ce que j'aimerais dire aussi, que le premier verset ou sourate coranique révélé par le prophète, elle prenait à la réflexion de Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc Iqra, c'est en quelque sorte l'exigence à la réflexion. C'est pas juste, tu as le choix entre lire ou pas. Non, il faut le faire. Ce qu'on appelle en arabe al-amr. Mais malheureusement, parfois, quand je lis certaines traductions, on ressent pas que c'est vraiment important. C'est pas lire ou il faut réfléchir, mais c'est plus c'est juste un petit détail qu'on survole. Alors que si Dieu a envoyé cette première sourate qui prenait le prophète à la réflexion, ce n'est pas pour rien. Donc ça, il faut le dire. Les savants musulmans, notamment quand ils ont conquéri l'Espagne, ils étaient très très motivés. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. Donc c'est pour ça qu'ils ont bâti cette civilisation tout d'abord, et en traduisant les œuvres des Grecs, parce que il faut peut-être le dire que entre la civilisation grecque et la civilisation musulmane et la civilisation actuelle, la civilisation occidentale, il y avait un chaînon manquant. Et cet anneau-là, c'était la civilisation musulmane, avec bien sûr la civilisation chinoise. Donc les musulmans de cette époque, ils étaient à mon avis, ils étaient vraiment des vrais musulmans. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, et ils étaient en parfaite conscience et convaincus par les versets coraniques, et que c'était pour eux, c'était plus que réfléchir, c'était plus qu'une obligation. Donc c'était des gens qui défendaient leur honneur, et leur honneur c'était de défendre les versets coraniques, tout comme défendre leur réflexion. Donc ce que tu nous dis là, et ce qui est très intéressant, donc, c'est que le Coran, il incite à la réflexion. Enfin, l'islam recommande la recherche de la science, l'usage de l'intelligence et de la raison. Je cite un livre de Jean Chaline qui parle de ça. Donc l'islam recommanderait la recherche de la science, vraiment. C'est non seulement le Coran, mais aussi dans la Sounate. Donc la Sounate, c'est ce qui a été dit par le prophète. Donc le prophète, par exemple, il a beaucoup prôné à la réflexion. Il faut aller chercher la science, même si elle est en Chine. Donc moi je trouve que c'est un verset extraordinaire. Donc c'est juste j'essaie de le retrouver. c'est juste pour te dire à quel point les gens de cette époque, ils étaient passionnés. Et même en fait, si on voit voilà, c'est un hadith du prophète qui écrit recherche la science même en Chine. Même en Chine. Donc c'est juste pour te dire à quel point c'était nécessaire et obligatoire afin d'acquérir justement la conscience scientifique et même religieuse. Parfois, en fait, et l'éveil religieux, peut-être, ça garantit aussi l'éveil de la croyance, l'émerveillement face à la création. Oui, exactement. Même en fait, dans par exemple la dernière civilisation musulmane, donc c'était al-Abbasiyin, les Abbasites, donc ça a été décrit par Ibn Khaldoun, avec toutes les étapes de la création de cette civilisation jusqu'à sa chute en fait. Et le savant, il avait son statut, il avait son propre statut, et c'était vraiment le statut le plus haut dans la société. Il était respecté par tout le monde, et le respect du savant c'était obligatoire.
Et il y avait des universités avec des cours qui étaient donnés au public Euh, gratuitement, si je... Exact, c'était pas tout à fait des universités, mais ce qu'on dit, en Des fait, places de culture, quoi. c'était des places de culture, c'est ce qu'on appelle al-madaris. C'était dans les mosquées, notamment, tout était enseigné. Donc, commençons bien sûr par la religion. Donc, la religion, les descriptions et coraniques, ou sunna. Et il y avait aussi dans le Coran, il enseignait diverses sciences, mathématiques, astronomie, médecine, etc., etc. Donc c'était le al-masjid, la mosquée, c'était pas juste un lieu de prière, mais c'était aussi un lieu pour pour enseigner, pour faire des débats, pour débattre. Si tu as une idée, tu peux la débattre devant les gens Et alors, puisqu'on parle du Coran, est-ce que dans le Coran, il est vraiment fait mention aussi clairement que dans la Genèse biblique ouais. de la création, ou bien est-ce que la porte est laissée ouverte à la possibilité d'une évolution des espèces? En fait, dans le Coran, c'est très très ouvert et c'est un sujet justement, il est encore débattu jusqu'à maintenant. Donc c'est pas comme la Genèse biblique où c'était clair et net. Donc voilà, il y avait la Genèse, il y avait la création de l'homme et point basta. Donc En une semaine. en une semaine. Mais bon, maintenant dans le Coran, peut-être on peut apercevoir une certaine Genèse biblique. Mais parallèlement, il y avait aussi certaines idées, il faut le dire, certaines idées évolutives, comme par exemple la création des espèces et la recréation et la régénération de Al-Khaliqa, donc la régénération de la création. Peut-être que ça sous-entend qu'il y avait des stades de transformation, ça sous-entend qu'il y a probablement des phases d'extinction et probablement des radiations après. Donc voilà, donc c'est juste pour te dire que c'est très 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 ouvert. C'est pas vraiment fixé comme la Bible, donc je suis pas en train de critiquer la Bible bien sûr, mais c'est vraiment très ouvert. Ah ouais, finalement, sur certaines traductions du Coran, on a par exemple Allah est celui qui crée l'espèce, qui la recrée, et c'est encore de lui que vous reviendrez. Et une autre traduction de ce même verset, c'est Dieu commence la création, ensuite il la répète. Donc effectivement, on a presque une sensation. Alors le Coran, c'est un texte qui a été écrit au VIe siècle, si je ne me trompe pas. Oui. Et on a déjà plus ou moins une forme de catastrophisme à la Cuvier, donc d'un truc qui aurait été inventé plus de 900 ans plus tard. Donc ça ressemble pas mal. Il y a déjà un progressisme dans les idées qui est formidable. Et surtout donc une ouverture d'esprit qui est non seulement recommandée, mais comme tu le dis, qui est même plus que recommandée. Donc. Effectivement, il y avait beaucoup... le Coran, en fait, il était toujours derrière l'ouverture des esprits. Donc il va être un peu temps de conclure. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Bien que finalement la pensée évolutionniste a précédé de très loin la naissance de Darwin, hein, l'évolution ou du moins la non-fixité des espèces existait déjà dès le 5e siècle. Donc on a parlé tout à l'heure de Arudi Samarcandi. Al-Jahiz, il y avait aussi un petit peu, alors en plus occidental, il y avait Saint-Augustin un peu qui était déjà non-fixiste, bien que on était plutôt sur de la dégénérescence des espèces que réellement sur de l'évolution des espèces. Mais enfin, l'idée était là. Même avant Darwin, avant la publication de l'origine des espèces, il y avait eu Robert Chambers en 1844 qui parlait déjà d'évolution des espèces dans Vestiges de l'histoire naturelle de la création. Donc en réalité, eh bien l'évolution, elle était dans l'air, et ce que Darwin y a apporté, c'est une pierre, c'est peut-être la plus grosse pierre de l'édifice évolutionnisme, mais ce n'est qu'une pierre, et cette pierre, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on avait un patron, l'évolution, mais on ne savait pas l'expliquer jusque-là, et Darwin nous a dit, voilà comment ça marche par sélection naturelle, et justement, Samarcandi et Al-Jahiz avaient déjà formulé des idées dans le même sens, 1000 ans avant lui, donc une forme de proto-sélection naturelle, si je peux dire, de pré-sélection naturelle avant l'heure. Mais voilà, tout ça était dans l'air bien avant Darwin.
Même son grand-père déjà parlait d'évolution des espèces. Erasmus. Voilà, Erasmus Darwin parlait même déjà d'évolution des espèces. Donc il y avait un background qu'on oublie toujours quand on fait ce culte à Darwin quasiment, hein, parce que là il y a des moments. On l'a bien vu par exemple pour le bicentenaire de l'évolution. Là il y avait tout un culte autour de Darwin, mais Darwin ce n'est pas le seul, loin de là, ni le seul ni le premier. Et ça n'a pas été le dernier, heureusement. Un mot de la fin? Un mot de la fin, vu que le sujet c'est sur l'évolution, moi je trouve quand même que c'est indispensable d'enseigner l'évolution à nos enfants, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Je pense que c'est indispensable. Si tu vas pas, ça c'est peut-être, j'adresse ce petit mot notamment à nos frères musulmans au Maghreb, si tu vas pas connaître et décrypter l'évolution, c'est que tu peux rien faire par la suite. Tu peux pas comprendre les mécanismes biologiques, tu peux pas comprendre la biologie dans son sens large, tu peux pas comprendre la géologie. Et bien évidemment, si on a envie d'attaquer Darwin ou d'attaquer Dawkins par exemple, ou les savants actuels, il suffit d'abord de les lire. Il faut lire d'abord ces savants pour qu'on puisse les critiquer. Oui, pour avoir un avis critique, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Abdou. Merci à toi. J'espère que la prochaine fois on fera d'autres vidéos relatives à ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, Eh bien, au plaisir. Au plaisir de le refaire. c'est vrai.